Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui à l'apéro du chef, je crois que c'est la première fois où en fait je vais recevoir une femme entrepreneur où j'ai découvert d'abord la création dont je suis devenu fan avant de découvrir la personne. C'est la créatrice Anne-Sophie Villard qui, je vais te laisser te présenter parce que je pense qu'Anne-Sophie est la meilleure personne pour parler d'Anne-Sophie. Donc voilà, je m'appelle Anne-Sophie Villard, je fais des robes et puis maintenant aussi des t-shirts en prêt-à-porter. J'ai fait une formation, j'ai fait HEC Lausanne d'abord et puis après j'ai fait une formation de mode en 2 ans, une année à New York, une année en Italie à Florence. Et puis quasiment tout de suite en sortant des études, j'ai lancé ma marque ici à Genève. On va en reparler. On va en reparler et j'ai commencé vraiment avec des robes un peu comme celles que je porte, je pense que c'est un bon exemple, super inspiré des 50s, un truc assez rétro. Ça, c'était vraiment l'identité de la marque. Tous les épaulettes un petit peu? Non, celle-là, elle a des épaulettes, mais pas toujours, voilà. Et c'était vraiment l'identité de la marque. Et puis, à côté de ça, j'ai toujours été une grande fan de peinture et de dessin. J'ai toujours beaucoup dessiné. Et donc ça, je l'ai vraiment fait un petit peu à côté. Et en fait, j'ai commencé à avoir dans une boutique de créateurs à Genève, j'ai eu une petite arcade pendant un certain temps. J'avais un showroom là-bas. Tu peux dire si jamais qui c'était. Oui, vas-y, justement. Donc j'ai de la Kenilo qui sont en vieille ville. J'ai eu une arcade pendant un temps là-bas. Et puis en plus des robes, du coup, il fallait présenter d'autres produits un peu plus accessibles que mes robes. Par exemple, cette robe-là, elle est 249 francs. Donc c'est des prix qui restent acceptable pour du prêt-à-porter. Ouais, c'est même plus que, je dirais, c'est cheap parce qu'en même temps, c'est une signature d'un designer, quoi. Enfin, c'est après, c'est de la petite série, c'est pas non plus ça, le prêt-à-porter, c'est des patrons que je fais avec des tailles standards, donc c'est pas du sur-mesure. Donc voilà, les prix sont un peu plus bas que ce qu'on va parler probablement après de mon sur-mesure et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'à côté, je dessinais beaucoup et puis j'ai décidé de faire des petites cartes de vœux, des petites cartes postales pour avoir vraiment un petit produit un peu à entrée de gamme comme ça pour commencer. Et ça a beaucoup plu. Oui. Ça a tellement plu que j'ai décidé d'en faire des t-shirts avec l'équipe de Black & Yellow qui m'a bien poussé aussi à imprimer ça. Je m'ai fait des t-shirts. Et ça sent très bien. La preuve, parce qu'en fait, alors c'est pas chez Black & Yellow que j'ai découvert ta marque, mais chez mon coiffeur. Salut Guillaume du Bal des Créateurs. Quand je les ai vus, j'ai dit je veux. Parce que d'abord j'ai vu la baleine et après j'ai réalisé que c'était le jet d'eau, donc forcément, et coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Donc tu as fait le jet d'eau, tu as fait les paquis, les paquis, j'ai fait plein palais, j'ai vraiment commencé, je pense que le premier, celui-là et les bains des paquis avec poésie, c'était les 2 premiers. Puis de là ça s'est enchaîné vu que ça a plu, j'ai fait d'autres dessins, il y a même certains dessins où j'ai posté sur Instagram, j'ai demandé en fait à mes followers et tout ça, quel endroit vous voulez que je dessine à Genève, puis c'est sorti que plein palais manquait. Et du coup, j'ai proposé 3 photos de plein palais. Donc, il y avait l'ordre n'a pas d'importance, il y avait la photo avec les yeux là au-dessus du bâtiment. Et puis, 4, il y avait une photo vue du dessus. Et puis, les statues en bronze qui sont... Donc, tu as fait Frankenstein ou pas? Ouais, voilà, exactement. Et du coup, ils ont voté. Et puis, c'était l'ordre n'a pas d'importance. Et donc, j'ai fait ce t-shirt, etc. Puis, donc, ça continue comme ça. Je continue à en faire. C'est génial. Le bain des paquis a changé son intitulé. Donc, j'ai refait un nouveau t-shirt, etc. Pour en revenir au fait que tu vends en Genève et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a pris de lancer une marque de mode à Genève? Parce que pour moi, on n'est pas un pays de mode. Enfin, tu vois, quand tu dis mode, tu penses Paris, Milan, New York, tu penses pas à Genève. Non, je pense pas à Genève. En plus, tu as fait tes diplômes à New York. Alors... Je n'ai pas du tout pensé à Genève. J'avais juste, je pense, un petit peu le mal du pays. Quand à New York, j'ai vraiment adoré. Maintenant, New York me manque beaucoup. Mais étant là-bas, je pense que j'ai eu un peu le mal du pays aussi. Après les études, j'ai décidé de rentrer à Genève. Et d'abord, à Genève, j'ai fait petite, elle était courte, expérience dans du marketing et de la communication et ça m'a pas trop plu, c'était pas mon dada. Pourtant tu as fait HEC dans ce domaine. Mais j'ai fait HEC comme beaucoup de gens qui font HEC. Ok, papa, maman, faut qu'on reparle. Voilà, je pense qu'en vrai, je suis très déçue d'avoir fait HEC avant mon école de design parce que
quand j'ai fait HEC, j'étais pas très consciente que j'allais monter un business et donc j'ai passé HEC vraiment comme plein de gens passent HEC, juste en bachotant autant qu'on peut. Et puis voilà, j'ai eu mon bachelor et puis c'était fini. Après, je suis partie dans mon école de design. Mais je pense que si j'avais fait dans l'autre sens, ça m'aurait apporté plus parce que j'aurais pu déjà visualiser mon entreprise et puis aussi apprendre plus finalement de HEC parce qu'on a vu de la compta, il y a plein de trucs où quand j'ai fait mon bachelor, je me suis dit ça y est, c'est fini, plus jamais je ferai de la compta de ma vie. Super. Évidemment, en tant qu'entrepreneur, la compta on n'y coupe pas, même si voilà, c'est pas très glamour. Quand j'ai vu ton profil LinkedIn, que je suis allé sur ton site internet, je me suis dit en fait elle a d'abord fait HEC. Soit pour assurer ses parents, soit pour se dire elle était déjà entrepreneur, mais elle voulait du coup se faire les bases de l'entrepreneuriat et après elle allait faire la mode. La première réponse c'était la bonne. Ok. C'était pour les parents. Non, je sais pas si c'était vraiment pour les parents, mais ouais, c'était un peu pour suivre le cursus un peu général. Comme ça. Et tu regrettes ou pas? Ou est-ce qu'au final... Non, alors je regrette pas d'avoir fait HEC parce qu'en plus de ça, c'est une université où la dernière année j'ai pu partir en Erasmus et j'ai pu apprendre l'anglais, devenir complètement bilingue. Tu l'as fait où? J'étais en Écosse. Oh, Glasgow, Edinburgh. Non, je suis allée à Aberdeen. Aberdeen, super souvenir. Je me suis dit, t'as été aussi? Non, en fait, j'étais à Glasgow et je suis arrivé le jour où Glasgow jouait contre Aberdeen au football, l'ennemi juré. Et ils avaient fait 10-0 non, ils avaient 9-0 contre Aberdeen. Donc Glasgow avait battu Glasgow. J'ai choisi vraiment d'aller là-bas en me disant comme ça, je vais vraiment dans le... Vraiment, ça me semblait le fin fond de l'Écosse. En me disant, mais comme ça, il n'y aura personne qui parlera français et tout. Je vais pouvoir vraiment apprendre l'anglais. Mais ils parlent anglais là-bas? Tout le monde parlait français. Il n'y avait que des Français là-bas. Je me suis fait amie avec des Espagnols, des Russes, des autres choses pour ne pas parler français. Et j'ai bien appris mon anglais. Et grâce à ça, j'ai pu passer mon examen de TOEFL et présenter mon dossier après à mon école de New York où ils demandaient un niveau d'anglais, un bon niveau d'anglais. Et pour la mode, pourquoi New York? Plutôt que, je pense, Lyon, l'Italie. Ok, c'est ça. Très honnête. Je pense qu'il y avait une partie de ça. Après, cette école, elle est vraiment sortie. J'avais 2 critères. C'était anglais et italien. Je voulais aussi apprendre et parler un peu plus italien. Et en tapant école de mode, anglais et italien, c'est celle-là qui est sortie. Merci Google et les publicités. C'est celle-là qui est sortie en premier. Et du coup, c'est celle-là qui est restée dans ma tête. Je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Elle est très connue à New York. Enfin, voilà, ça me semblait le bon choix. Et j'ai pu en effet du coup, faire ma première année à Florence et ma deuxième année à New York. Ok. Qu'est-ce que tu retiens des années Florence? Je reviens de Florence, là, j'y étais en vacances. Sublime. Qu'est-ce que tu as gardé de ces années-là? Oh là là. Je pense que ça m'a réconciliée avec les musées. J'ai jamais été une grande fan de musées. Mais là, d'avoir des cours de l'histoire de l'art et d'aller voir directement les œuvres, je pense que... j'en garde un souvenir incroyable. Puis la vie là-bas, c'était vraiment... Ouais, c'était un peu la Dolce Vita comme ça. Mais c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment, si tu dois mettre une ville qui définit le mieux la Dolce Vita, en fait c'est pas Rome, c'est Florence, parce que c'est ce côté easygoing ou arty, génial. Super. Mais au niveau de ton futur métier, qu'est-ce que tu as retenu de l'art florentin, si ça t'a inspiré, ou c'était plus New York et les... Non, je saurais pas trop... C'est vrai que... Enfin, j'ai fait ces années et tout ça, toujours de la même manière un peu que j'ai vécu toute ma vie, juste en appréciant un peu toutes les choses de design, etc. Mais sans, encore une fois, j'étais pas non plus consciente à ce moment-là que j'allais monter mon business et je cherchais pas forcément des inspirations à proprement parler. Je pense que tout, évidemment, était très intéressant et je pense qu'on a beaucoup étudié la Renaissance là-bas et tout ça. C'était, évidemment, l'histoire du costume, c'était super chouette, tout ça. Je sais pas si je pense que c'était déjà un style qui me correspondait un petit peu de toute façon, enfin l'Italie et puis c'est aussi connu pour tout ça, mais je pense que c'était déjà une élégance un peu que j'aimais beaucoup et que voilà. Donc je peux pas dire qu'il y a un truc en particulier qui m'a marqué. Je pense que c'était plus l'expérience. Un peu. À quelle femme s'adresse Anne-Sophie Villard, la marque? Alors mon panel de clients est très large, mais je dirais que la plupart des femmes qui se reconnaissent dans mes robes, c'est des filles généralement de mon âge, qui ont la trentaine, qui sont plutôt... qui ont généralement un grand attrait pour le rétro, le vintage, un peu cette élégance un peu perdue. Et puis je pense que... breakfast at Tiffany's. Voilà, ça c'est une toute autre discussion, mais si tu veux vivre ça, oui. Mais je pense que c'est beaucoup des personnes comme ça, c'est aussi des personnes qui aiment un peu l'authenticité, oui, mais aussi cette histoire d'être unique et de porter quelque chose de différent que tout le monde n'a pas. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup
de cet attachement à la créatrice. Enfin, il y a quand même une relation, j'ai pu remarquer aussi au fur et à mesure des années, qui se développe vraiment avec les clientes où il y en a beaucoup, ils sont devenus des amis. Enfin, c'est vraiment... Bon, en même temps, un de tes services, ouais, t'es la meilleure amie parce qu'en même temps, tu fais des robes de mariée. Donc, je pense que pour une femme... En principe, il paraît que c'est le plus beau jour de leur vie. Donc, ça aide. Ouais, c'est en tout cas un des très beaux jours de leur vie, je pense. Okay. Oui, et ça fait moins longtemps. J'ai commencé vraiment Je pense que ça m'est arrivé parce que j'ai toute ma vie adoré les robes de mariée et tout ça. Enfin, pour dire à quel point je suis une fada de robes, j'ai choisi... Enfin, mes parents voulaient nous faire jouer un instrument de musique, petit, c'était obligatoire. Il fallait jouer un instrument de musique. Et au départ, je faisais de la flûte à bec, comme tous les enfants. Ouais. Et au bout de 2 ans, mes parents m'ont dit, bon, la flûte à bec, il faut changer. Maintenant, il faut un instrument plus... Voilà, évolué. Qu'est-ce que tu veux faire? Et j'avais vu, je pense quelques semaines avant, une affiche d'une femme qui jouait de la harpe avec une énorme robe. Okay. Je me suis dit, ok, si je joue de la harpe, il y a des grandes chances que j'ai la robe. Du coup, j'ai décidé de jouer de la harpe. Ça a fait vraiment chier mes parents parce qu'avec tout ce qu'il faut trimballer une harpe, c'est pas très sympa quand on doit aller à des concerts. Mais t'as eu la robe? Bref, j'ai pas eu la robe. Oh. J'ai dû me la faire. Et donc du coup, voilà, c'est juste pour dire à quel point c'était toujours là. Et donc, ce truc des robes de mariage, j'ai depuis très longtemps acheté des magazines de mariage, des trucs comme ça. Je pense que ça m'a toujours plu, ce truc des grandes robes. Et donc quand j'ai commencé à faire ces robes prêtes à porter, j'ai 1 ou 2 clientes. Ah, en fait, je vais me marier, est-ce que tu veux pas me faire ma robe? D'abord, c'était les robes de civil, donc les robes courtes, voilà. Ah, tu veux pas me faire ma robe de cérémonie? Et puis, de commande en commande, je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire, je vais développer un peu plus ça. Et donc, le vrai sur-mesure de mariée, ça fait peut-être maintenant... Bon, il y a eu le Covid, alors voilà, une période à mettre entre parenthèses, mais ça fait bien 2 ans peut-être que je fais ça. Et puis là, depuis cet été plus ou moins, puis là je vais le lancer pour les boutiques dans quelques semaines, j'ai commencé mon prêt-à-porter pour les robes de mariée. Et donc là, c'est une petite collection de robes, du coup à des prix réduits, parce que je les fais faire à des couturières, c'est pas moi qui les couds. Mais on arrive à des budgets aux 1000 francs, voire en dessous des 1000 francs pour certaines. Ce qui est plus qu'accessible pour une robe de mariée. Parce qu'après, du sur-mesure, c'est vrai que ça commence plutôt à 2005, et puis il y a des robes qui peuvent aller... Après, ça peut aller jusqu'à... Voilà. Mais généralement, les robes que je fais, c'est plutôt dans les 2005, 3000, peut-être 4 si... mais donc voilà, et donc du coup ça permet un budget plus accessible d'avoir aussi des robes de créatrice. C'est quand même moi qui ai fait les patrons, c'est moi qui les ai dessinés, donc... Voilà, c'est aussi un produit un peu différent. Et chez les hommes, non? À part les t-shirts? Non, alors j'ai une hantise pour les chemises. On a dû faire des chemises à l'école, je pense qu'il y a tellement de pièces dans une chemise que ça, et les blazers, on parlait tout à l'heure de cet autre créateur qui fait les costumes et tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment... Il y a trop de pièces. Tu préfères le co-branding, quoi. C'est ça me parlera plus. Ok. Tu penses qu'il y a vraiment un avenir pour des créateurs ici à Genève et en Suisse, ou c'est quand même... L'avenir, c'est un bien grand mot, je pense. Je vais pas dire qu'il y a un avenir pour en parler. Je pense qu'il y a de quoi faire pour ceux qui veulent se lancer. Je pense que, vu que c'est un marché qui est aussi un peu en demande, parce que contrairement, on disait justement Paris, Milan, tout ça, où c'est hyper saturé, et puis le petit créateur, il vaut plus grand-chose là-bas. Alors qu'ici, il n'y en a pas beaucoup des créateurs. Et puis, c'est vrai que c'est... je crois que je peux en citer 5, et même pas, 4. Alors maintenant que je suis dans le milieu, j'en connais plus que ce que je pensais avant, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais les gens, les Genevois, les Suisses de manière générale, sont de plus en plus en demande de ce genre de choses, vu que tout va vers de l'éco-responsable, du local, des choses comme ça. Je pense que ça fait beaucoup de sens de se lancer aussi, entre guillemets, dans sa région. Après, il faut accepter que c'est pas le glamour et les paillettes de Paris et de Milan. Ici, il n'y a pas la Fashion Week. Il y en a qui ont essayé, parce qu'il y a Mode Suisse qui essaye de faire des choses. Bon, c'est souvent à Zurich, malheureusement, mais ils essayent. Il y a quand même des choses qui se passent, je ne dis pas. Même moi, j'organise des défilés, des trucs comme ça. Encore une fois, il y a de quoi faire, mais voilà, c'est pas... Mais je pensais plus au niveau business, tu vois, des fois je réfléchis, je me dis, mais lancer une marque, mais ne serait-ce qu'au niveau retail, comment tu fais? Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu as dit que tu avais, en Vieilleville, tu y es toujours? Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a le bal des créateurs, et après? Après, il y a un autre qui s'appelle les Amazones aussi à Genève qui a ouvert, qui est aussi un truc de concept store, et puis il y a Capsule Space qui est aussi un truc de créateur, mais qui est plus petit, donc c'est pas un grand tournus. Après, c'est pas des gros volumes. C'est ça. Mais demain, si tu as une grosse chaîne genre Globe ou voilà, tu aurais la capacité ou c'est
pas pour, en fait, c'est pas pour toi ce genre de boutique. Ça dépend parce que en l'occurrence chez le Glow, j'ai déjà vendu mes robes parce qu'il y a eu une époque où il y a peut-être 3 ans de ça. Oui, ils avaient voilà les créateurs et donc moi j'ai fait celui de Lausanne, je l'ai fait plusieurs fois de suite. Pour une genevoise. Voilà, je sais pas combien de fois de suite, mais je l'ai fait et puis franchement c'est une super vitrine. Alors après. C'est sûr qu'on le fait pour la pub, on le fait pas pour gagner de l'argent parce que les commissions, évidemment, tout le monde a besoin de prendre sa commission. Bien sûr. Dans ces grandes chaînes, c'est compliqué de faire beaucoup d'argent. Par contre, c'est une vitrine incroyable où moi j'ai eu plein de clientes qui après ont continué à me suivre. Une fois qu'elles m'ont découvert chez Globus, ça... Oh pardon, voilà. Ça m'a échappé. Non, tu peux le dire, je rigolais. Mais voilà, et donc du coup, ça a fait vraiment une super pub. Après, c'est sûr que si c'est mon point de vue, je pense qu'on ne peut pas vivre seulement du retail. Ok. En plus, d'après ce que j'ai compris pour avoir discuté un peu dans ton métier, c'est même, le retailer est plus du dépôt-vente, tout ce genre de choses. C'est pas vraiment ton client. Enfin, c'est pas lui. Oui, souvent, c'est vrai que les plus petites boutiques, vu qu'elles ont aussi des coûts élevés, puis voilà, pour tenir, c'est souvent aussi, c'est vrai que du dépôt-vente. Ce qui est problématique avec le dépôt-vente, c'est justement que la marchandise est stockée et si elle ne se vend pas, elle retombe sur nos bras. Après, l'un dans l'autre, si on fait de la vente directe aux entreprises, elles prennent des marges encore plus grandes. Donc, il y en a qui préfèrent s'y retrouver avec du dépôt-vente que de faire des énormes volumes parce qu'il faut pouvoir suivre aussi en termes de volume et tout ça. Mais après, je pense, encore une fois, je suis de celles qui ne sont pas convaincues de ce truc de faire que du retailing. Il y en a qui font que du retailing et qui le font très bien. Moi, c'est pas mon truc. Mais je pense que c'est un bon entre-deux à avoir parce que c'est important d'avoir... tu vois, comme toi aujourd'hui. Je pense que c'est important d'avoir un peu des vitrines pour faire connaître le produit et pour que les gens un peu puissent me découvrir autrement que via mes canaux, en fait. Non, mais c'est clair que ça... Enfin, moi, j'ai découvert 2-3 marques, donc une qui est juste au pied de la vieille ville. Je suis allé dans la boutique parce qu'eux, ils voulaient avoir des boutiques en propre, donc c'est leur boutique. C'est chouette. C'est un sacré coup, hein. C'est tout de suite... Mais bon, en même temps, ils ont le beau gosse de la série Grey's Anatomy comme ambassadeur, Dr. Fleming. Mais j'ai beaucoup aimé le concept parce que lui, en fait, vu que c'est que de la petite collection, c'est quelque chose d'authentique. Et puis déjà, il m'a séduit parce que j'étais en pleine période où les soldes allaient commencer. Et puis on a demandé, mais du coup, faites des soldes. Moi, je ne solde pas parce que c'est de la petite production et j'ai dit ok, vu que vous soldez pas, je vais vous l'acheter parce que oui, pour le principe. Pour le principe, donc j'ai adhéré à ça et j'espère que justement vous les créateurs vous allez multiplier, vous allez continuer et puis nous proposer autre chose que ces grandes enseignes. Là, tu vois, je reviens de Florence. Alors oui, il y a quelques créateurs encore, mais entre nous, c'est une légende urbaine parce que quand tu arrives à Florence, tu as toutes les marques qu'on connaît. Voilà, tu vois, le vrai créateur, tu le trouves pas à Florence, à Intramuros, tu vois, tu vas un peu plus loin, tout ça. Les loyers sont trop chers dans Florence. C'est ça, c'est clairement ça. Donc j'espère et que, aimant la mode et aimant soutenir les jeunes entrepreneurs, j'espère de vraiment avoir de plus en plus de choix. Mais je crois que chez les femmes, ça va un petit peu mieux, non? Elles sont peut-être plus curieuses que l'homme parmi les... Ouais, si, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de créatrices que de créateurs que je connaisse, mais il y en a quand même pas mal qui se lancent, qui commencent. Après, le tout, c'est vrai que c'est aussi de tenir la distance. Voilà, et puis suivant comment on s'organise pour créer ces collections, c'est vrai que suivant quel type d'entreprise, avec qui on choisit de travailler, je sais qu'il y a des créateurs qui développent des collections avec des entreprises, et donc les entreprises demandent des minimums de pièces astronomiques, et donc après, c'est aussi des coûts à rentabiliser sur le long terme. C'est vrai que c'est plus ça, un peu le challenge. Après, je sais pas, peut-être de se lancer, c'est aussi un challenge. Chez moi, c'est venu un peu naturellement parce que c'était ça que je voulais faire. Ça me plaisait d'être en Suisse. Ça me plaisait de rester ici. Et puis, il n'y avait tout simplement pas un job pour moi dans le design en Suisse. Il n'y avait pas, en fait. Et donc, je me suis dit, un peu encore une fois, de commande en commande, en me disant, en fait, ça fait 3 robes que je fais pour des copines comme ça, pourquoi j'en ferais pas mon business et pourquoi j'essaierais pas tout simplement de vivre de ça. Ok. Et aujourd'hui, tu as envie Ouais, je fais ça à temps plein. Ok. Mais vous êtes même plusieurs, parce que tu es venu avec Aurore. Je suis venue avec Aurore, ma stagiaire. Là, on est 2, mais sinon c'est surtout moi toute seule. Puis après, je travaille plutôt avec des couturières indépendantes. Okay. C'est plutôt des mandats que je prends plutôt que d'avoir un employé fixe. Bien sûr. Ce qui m'a sauvé la vie pendant le Covid. Je pense que là, j'ai... Mais ouais,
Du coup, c'est pas une grande entreprise, mais elle tourne. Ouais, t'es là, et t'as des clients. Ouais, j'ai déjà un client, c'est à côté de moi. Ouais. Parle-moi un peu plus de toi. Donc, tu as fait de la harpe, tu as fait HEC, tu as bossé dans la com. J'ai bossé un peu dans la com, ouais. Mais c'était le stage imposé par HEC ou c'était un vrai boulot? Non, on n'avait pas, avec le bachelor, il n'y avait pas de stage à imposer, mais c'était un stage, enfin post-diplôme, entre guillemets, un stage qui aurait dû déboucher sur un job. Ouais. Et qui n'a pas débouché sur un job, pour mon plus grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis danseuse, j'ai donné des cours de danse pendant longtemps. Ok, classique? Non, j'ai fait de la danse classique comme toutes les petites filles qui voulaient une robe. Petites, voilà. Mais j'ai fait beaucoup de modern jazz. C'est surtout ça après qui a été mon dada et c'est plus ou moins de ça que j'ai donné des cours. Quoi dire encore? J'ai un petit chat. Tu fais du sport? Enfin oui, danse. Ouais, je fais de la danse. Alors il y en a qui considèrent ça comme du sport ou pas. Non, moi je considère ça comme du sport. Moi aussi. Voilà, ça dépend des personnes. Okay. Non, sinon, hormis ça, les autres sports, je suis très mauvaise. Typiquement, le volley, tous les sports de balle, dès que ça inclut une balle, généralement, je suis la fille qu'on voulait pas prendre dans son équipe parce que quand elle voyait le ballon arriver, elle faisait comme ça. Donc ça n'a jamais été mon truc. J'aime la gym, l'escalade, les trucs comme ça un peu plus, voilà. Et côté art, tes inspirations artistiques quand tu crées? Pourquoi? Pour l'art? L'art, au niveau de l'art. Alors, quand on me pose cette question, je trouve toujours compliqué de répondre parce que j'ai pas vraiment... Je veux pas sonner un peu comme ça au-dessus de tout le monde, mais j'ai l'impression juste que l'inspiration me vient un peu toute seule. J'ai pas trop besoin de réfléchir. Donc, j'aime pas quand on me pose cette question parce que ça sonne un petit peu pompeux de répondre comme ça. Ouais, je sais. En tout cas, je sais que j'aime cet univers rétro. Je pense que s'il y a quelque chose qui revient souvent sans que je m'en rende compte, c'est un peu tout cet univers rétro-là, mais du rétro des années 50, comme des costumes de 1900, enfin, comme encore plus vieux, enfin... Je dirais que c'est plutôt autour de ça, plus que par exemple, je sais pas, une expo d'art contemporain qui pourrait me parler pour créer quelque chose, ça me parle moins. Enfin, et puis souvent, généralement, quand je crée mes robes, vu que j'ai pas encore toute la logistique, je peux pas créer mes tissus. Même si c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, parce que vu que je fais du dessin et tout, ça me ferait beaucoup de sens. Mais c'est trop compliqué, j'ai regardé pour acheter des machines imprimantes, des fortunes, voilà. Donc du coup, souvent... je suis un peu limitée aussi par les motifs que je trouve, les tissus que je trouve quand je fais mes recherches de tissus et tout ça. Et donc, je peux pas dire que j'ai l'imagination qui peut être complètement libre à se dire, ok, je peux inventer ce truc conceptuel là, puis avec tel motif et telle forme. Non, donc je pars du tissu. Et puis, finalement, d'avoir aussi cette griffe un peu inspirée du rétro, ça m'a aussi beaucoup aidé, parce que ça m'a donné aussi une cohérence dans tout ce que je fais. Alors, à part les t-shirts qui sont vraiment rien à voir, mais sinon, si on regarde ma ligne de vêtements, il y a vraiment... On peut lire un peu un fil rouge. C'est pas rare que j'ai des clientes qui reconnaissent les robes tout de suite, qui savent, ah oui, ça c'est Anne-Sophie. Donc je pense que, si je dois dire l'inspiration, ça Et c'est quel type de physique les robes d'Anne-Sophie? Est-ce que n'importe quelle femme peut commander chez toi ou c'est quand même, vu les inspirations que tu cites et puis les époques que tu... Encore une fois, je vais dire un panel de clients hyper large. J'ai fait des robes pour des filles de la taille 32 jusqu'à la taille 48. J'ai fait des robes pour des filles qui avaient 20 ans jusqu'à la dernière pour qui j'ai fait une robe. Elle devait avoir 80 ans, la dame. Oui. Donc c'est large. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est des personnes qui me ressemblent comme souvent. Donc c'est des morphologies plutôt avec la taille marquée. Après, avec de forme ou pas de forme, c'est égal. Mais vu que les années rétro, puis surtout les années 50, c'est beaucoup cette taille un peu en X. Si on n'a pas de taille, je pense qu'on n'est pas trop ma cliente. À part peut-être pour les pantalons, mais pour les robes, moins, je pense. Aujourd'hui, tu as une gamine qui joue de la harpe, qui pense à faire HEC ou se lancer comme entrepreneur. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Fais pas HEC. Je pense que je dirais fais comme Aurore. Aurore, elle est l'exemple, on parlait encore aujourd'hui, parce que Aurore, elle a eu la capacité quand même assez jeune, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que même comme étude, avant de faire des études supérieures, en fait, voilà, parce que moi j'avais des cours d'art plastique, mais les cours d'art plastique c'était pas pris au sérieux, à l'école. Et donc j'aimerais pouvoir lui dire ça, de vraiment écoute-toi plus et puis fais tes recherches par toi-même. Écoute moins en fait ce que les autres te disent que ah oui mais c'est comme ça, généralement on fait ça comme parcours et puis suis un peu les moutons. Je pense que c'est important de pouvoir non seulement s'écouter mais vraiment se poser la question à soi-même.
Donc je pense que c'est ça que je dirais. Lancer son entreprise en Suisse, c'est facile ou pas? Alors, je vais en choquer beaucoup, mais oui. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était facile. Et en plus, je suis indépendante, donc moi, j'ai pas un statut SARL ou SA, donc je peux pas parler pour ce genre d'entité. Mais en tant qu'indépendante, moi, j'ai trouvé hyper facile de se lancer. Et j'ai trouvé, alors, après, je sais pas si je peux dire ça à la caméra ou pas, mais vas-y, on coupera au pire. Quand je suis allée la première fois voir les assurances sociales, enfin l'AVS, parce que je savais qu'en tant qu'indépendant, il fallait s'inscrire à l'AVS. Je suis arrivée comme ça avec juste mon projet en tête en disant voilà, j'aimerais faire des robes, voilà, j'ai ça comme projet. La dame m'a regardée et m'a dit écoutez madame, allez d'abord gagner de l'argent, vendez vos robes, puis vous viendrez nous voir. Et donc du coup, bah voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai vendu mes robes et puis en effet après je suis allée la voir en disant bah voilà, j'ai vendu chez Globus, j'ai vendu là, j'ai vendu là, j'ai vendu là. Est-ce que je peux être indépendante? Et donc là, oui, pas de problème. Et du coup, ils avaient besoin des justificatifs pour pouvoir lancer la procédure. J'espère que c'est toujours comme ça, je veux pas dire une bêtise. Non, mais voilà, et ça m'a semblé hyper facile. Enfin, comparé à... J'ai plein d'amis qui sont du coup sur Paris et tout ça en France. Ah, c'est là, oui. Et ça me semblait l'enfer. Enfin, ils doivent payer de l'argent avant de pouvoir vendre quelque chose. Enfin, donc du coup, non, moi je trouve pas. Si tu devais être le mot de la fin de cette interview. J'ai pas pensé à mon mot de la fin avant de venir. Le mot de la fin. Oui. Lancez-vous. Ouais. C'est un super mot. Lancez-vous, c'est tout ce qui compte en fait. Et le reste, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Magnifique. Merci Anne-Sophie.